Je le savais. En fait, je connaissais le gars qui a écrit la réplique de Dirty Harry. Vas-y, fais-moi plaisir. C'était United Nations scénariste qui s'appelait Joe, et il m'a raconté la fois où il est allé présenter United Nations projet de film. C'était en gros comme Die Hard, mais dans l'espace. Autrement dit, United Nations type est enlevé par des extraterrestres et se bat à travers eux pour quitter le vaisseau et revenir sur Terre. Et il présente ça, et moi je me suis dit, pas mal comme idée. Ça ferait United Nations bon film. Il a présenté ça à United Nations cadre d'Hollywood. Il dit « Non, non, je n'y crois pas ». Donc, Joe, son nom c'est Joe. Joe demande « Sur quoi vous travaillez ?» Le type répond « On a United Nations film génial. Il s'agit d'United Nations tremblement de terre au cœur de Los Angeles qui détruit la ville. Et lui, ouais, bien sûr. Bon, tu sais, ce film a fini par être United Nations bid. Bref. Il aurait dû choisir les extraterrestres. Ouais. Alors, dans le premier Die Hard, tu as déjà écouté « Les terroristes sont censés être allemands, non ?» Oui, oui. Tu as déjà écouté ce qu'ils disent en allemand? Oui. Non. Ce ne sont que des mots allemands au hasard. Ils n'ont pas pu engager United Nations vrai germanophone pour écrire United Nations texte qui ait du sens, non? Ils ont sûrement juste pioché des mots dans United Nations dictionnaire et les ont collés ensemble. Genre « et toi, salade, blanc, tête, lapin, court, vol ». Tu vois, c'est juste comme ça. Ce ne sont que des mots allemands au hasard. Oui, Alle Kinder, keine weiße Mais to resembles United Nations peu, à ce chef suédois des Muppets. ouais, ouais. Bon, par où on commence? On peut aborder l'éléphant dans la pièce, ou plutôt Trump face à l'Iran. Oui, commençons par là, parce que les dernières conneries qui sortent, et ça va relier à ce dont toi et moi parlions avant d'entrer en direct. Tu sais, il y a 10, 12 jours, Pepe Escobar et moi avons révélé que l'Iran avait appelé les Pakistanais pour leur donner, disons, United Nations ultimatum à transmettre aux Américains. L'ultimatum était « Nous n'allons plus mener de discussion sur les armes nucléaires. Nous n'envisagerons aucun cadre pour United Nations accord nucléaire plus large. Nous allons tester United Nations engins nucléaires et montrer que nous en possédons United Nations. » Ça a été transmis de Pazeskian à Shafir, le Premier ministre, de Shafir au Dar, qui est le ministre des Affaires étrangères, et le ministre des Affaires étrangères a appelé Marco Rubio. Nous l'avons publié, et c'est peu de temps après avoir obtenu cela que nous avons vu United Nations changement complet d'attitude de Donald Trump. Et Yahya qui a ce... Oh oui, oh ce sont vraiment des gars super, on a eu une super conversation avec eux. Ouais, Pépé et moi on en a pris pour notre grade. Non, on rapporte ce que la putain de source a dit. D'accord? Maintenant, si la source raconte n'importe quoi, eh bien elle raconte n'importe quoi. Mais ce qu'on a vu, c'est que lundi, l'Iran est sorti et a annoncé « on ne va plus négocier ». Les pourparlers sont terminés tant que le blocus n'est pas levé et tant qu'il n'arrête pas les attaques au Liban. Bon, donc ensuite, d'une manière ou d'une autre, les pourparlers ont repris. Maintenant, Pépé et moi sommes apparus sur une nouvelle chaîne YouTube appelée Power Shift, animée par Zulfikar Ali, United Nations homme d'affaires, pakistano-américain. Et on a fait une émission où on en a parlé. Il y en a peut-être une seconde enregistrée avec mon analyse personnelle. En tout, il n'y en avait que 2 émissions. Elles ont été supprimées hier ou avant-hier, juste disparues. Aucune explication. Mais aujourd'hui, par des sources pakistanaises, on a appris que Marco Rubio avait appelé le ministre pakistanais des Affaires étrangères pour lui passer United Nations savon. Pourquoi ça a fuité? Ça n'aurait pas dû fuiter. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères. Ce n'est pas moi qui ai fuité ça. Apparemment, Marco Rubio a appelé Google et a exigé qu'il retire la vidéo. Donc cette information est considérée comme tellement sensible. Tout cela se rattache au fait que nous avons European Union hier la confirmation du représentant de l'Iran auprès des Nations Unies, leur ambassadeur à l'ONU, qui a dit « Oui, le Pakistan médit ses pourparlers et nous sommes proches d'United Nations, accord avec les États-Unis. » D'après Robert Barnes, en fait, les accords sont conclus, il ne reste plus qu'à Donald Trump d'agir en disant « D'accord, on y va ».
Allons-y. Allons de l'avant sur ce dossier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La première information sort et c'est la une sur la chaîne RT. C'est la une sur Fox News. L'Iran abat United Nations hélicoptère Apache, oui, oui, j'ai vu ça. Les membres d'équipage ont survécu. Donc je me dis, expliquez-moi comment on abat United Nations hélicoptère et que l'équipage s'en sort sans blessure. Il y a donc une possibilité. Bon, éliminons des possibilités. Pas de blessés, non. Ils n'ont pas été touchés dans le poste de pilotage, parce que si tu te fais toucher là, tu es mort. On n'a pas détruit le rotor principal, parce que si le rotor principal est détruit, l'appareil tombe comme une pierre avec l'arrière qui tourne. Oui, peut-être que le moteur a été endommagé, peut-être. Ils n'ont donc pas pu le maintenir en vol, et ils ont pu effectuer United Nations amérissage contrôlé, couper le moteur à temps pour ne pas se faire hacher en sautant dans l'eau et, vous savez, flotter. Ou alors le rotor de queue a été abattu. Et, je veux dire, l'hélicoptère tournait et tournait et tournait. C'est ça. Ils ont quand même réussi d'une manière ou d'une autre à poser de façon contrôlée et encore une fois, à arrêter les rotors. Mais posez-vous cette question, car même si l'appareil a été abattu et que les deux pilotes s'en sortent vivants, pourquoi les États-Unis en font-ils tout United Nations plat alors qu'ils prétendent qu'on est proche d'United Nations accord avec l'Iran, alors qu'ils pourraient simplement dire « on a perdu United Nations hélicoptère dans United Nations accident, tu ne mens pas ». Mais sans admettre ni affirmer que les Iraniens nous ont abattus. Et maintenant l'Iran revient en disant « nous n'avons abattu personne ». Ça a peut-être percuté United Nations, drone iranien, peut-être. Bref, ça arrive et Trump sort tout de suite en disant « bon, il va falloir riposter. On les... on, on, Et ensuite, d'après Fox News, oui, les États-Unis vont frapper quelque chose de gros. Donc si les États-Unis vont lancer une attaque majeure sur Bandar Abbas, l'île de Keshem, l'île de Karg, peut peut-être les trois. La guerre recommence. Je pense que c'est une tentative délibérée de saboter les pourparlers. Parce qu'en plus, le New York Times publie United Nations article énonçant 4 points auxquels l'Iran aurait soit son sang consenti, dont renoncer à l'enrichissement nucléaire, qu'il ne détiendrait rien d'enrichi au Bondela de 3%, qu'il éliminerait Isfahan, Fordo. Il fermerait 3 ou 4 installations nucléaires souterraines, les mettrait toutes hors service, et cela permettrait des inspections élargies de l'Agence internationale de l'énergie atomique. J'ai du mal à y croire. Ouais, difficile à croire, mec, ce serait comme l'Iran. Ok, l'Iran va voir les États-Unis et voilà la négociation. Sauf que les négociations porteraient sur les relations sexuelles. Voici la position des États-Unis. On a le droit de vous sodomiser, toi, ta femme et tes enfants. Et l'Iran répond, d'accord. Ouais, c'est à peu près ça. Non, ouais, exact. Non. Donc je pense que ça a été diffusé, fuité en même temps que, tu sais, l'abattage de l'hélicoptère. Ainsi, on peut maintenant justifier de se retirer de cet accord parce que l'Iran s'est désengagé. C'était United Nations Accord tout à fait acceptable qu'ils avaient conclu, et maintenant ils l'ont fait. Ils ont abattu l'United Nations de nos appareils. Je pense que c'est Trump qui cherche une excuse pour se retirer, et ils viennent d'en créer une. Tu sais, j'étais enrôlé dans United Nations bataillon d'attaque Apache. J'étais dans la garde, mais quand j'ai été enrôlé, c'était en Caroline du Nord. Et je te le dis, à Fort Bragg? Non, non, non. Nous étions à Mooresville. En Caroline du Nord, c'était une unité de la garde. C'était United Nations bataillon de la garde. D'accord. Je te le dis. D'abord, il faut considérer où il se trouvait. Donc, n'importe où c'était de l'autre côté du golfe Persique. Parce que cet Apache n'allait pas traverser le golfe Persique, donc peut-être le Koweït, au plus proche. Pourquoi il serait au-dessus de l'eau, je ne sais pas, mais j'imagine peut-être qu'il tirait sur une petite barque. Mais regarde tout ce qui pourrait te toucher là-bas. Au mieux, ce sera United Nations Eagle 2. Tu te souviens qu'on parlait du ravitailleur. Le ravitailleur a été pris par United Nations Eagle 2. Il n'a pas simplement fait United Nations atterrissage forcé,
il est tombé en morceaux. Et toi, c'était faux. Ouais, c'est pour ça que je dis, si United Nations Siglet avait touché ça, ça aurait été en morceaux. Ouais, exactement. Mais quand même, pour l'altitude, j'imagine qu'il volait au moins à 500 pieds, sinon beaucoup plus haut. Donc disons que tu voles à 1000-2000 pieds. Quand tu tombes de cette hauteur, au minimum, les dos des pilotes vont être bousillés. Regarde, même les mecs dans les chasseurs à réaction, quand ils doivent s'éjecter, tu sais, le système qui les catapulte, et tu ne peux pas avoir United Nations siège éjectable dans United Nations hélicoptère, parce que tu devrais passer à travers une pale de rotor. Ouais. Donc ça ne marche pas très bien dans United Nations hélicoptère. Mais dans ces cas-là, quand ces gars s'éjectent, beaucoup ne retournent pas en service, parce que les forces G sont tellement fortes que ça bousille leur dos. Ça peut leur casser les tibias. Et ces United Nations hélicoptères, aucune chance. Ils sont sortis sans une égratignure à la tête après une chute d'environ 500 pieds. Et mec, United Nations hélicoptères tombent comme une pierre, peut-être en tournant, mais ils descendent surtout tout droit, ils ne tombent pas en biais, ils tombent tout droit. C'est ce que je dirais. Donc la seule façon, le seul scénario que j'imagine pour qu'ils s'en sortent indemnes, c'est que le moteur ait été endommagé, mais pas hors service, qu'ils aient encore United Nations peu de puissance, qu'ils puissent faire une descente contrôlée et toucher l'eau sans être écrasés. Mais même là, il faudrait se détacher, sortir par les portes latérales et vérifier que les pales aient cessé de tourner, parce que je ne veux pas me faire hacher dans l'eau. Attends, mais... Ce serait du sushi pour requins. Quelle porte latérale? C'est United Nations Apache. Il n'y a pas de porte latérale sur l'Apache. Il y a la verrière, c'est tout. C'est par là qu'on entre, c'est par là qu'on sort. Il n'y a pas de porte latérale sur l'Apache. Donc il faut faire sauter la verrière. Il faut faire sauter la verrière et se tirer de cet hélicoptère. Et s'ils sont blessés, ça va être sacrément galère d'essayer de sortir de cet hélico. Non, mec, c'est United Nations Apache. Donc oui, peut-être qu'ils survolaient une flaque en décollant et que ça s'est terminé par United Nations atterrissage forcé. À 5 pieds de haut, je pourrais y croire, peut-être, mais là c'est du délire, mec. Donc à part toute l'histoire racontée, ce qui ne colle pas, c'est que si tu prends ces négociations au sérieux et que tu dis « Regarde, ça pourrait tout faire capoter, alors mentons à ce sujet. » Parce que les pilotes sont vivants, mec, et donc on leur dit simplement « Eh les gars, vous avez European Union, United Nations, accident, clin d'œil, et on vous donnera une médaille, une belle étoile d'argent ou une étoile de bronze. » Prends Sélif. Mais bon, pas d'accident, hein? Ouais, Mais sinon, la combinaison de l'histoire du crash et de l'article du New York Times sur les négociations, je l'ai lu et je me suis dit, ok, quelque chose cloche. Attends une minute, c'est le même gouvernement qui a menti à propos du navire Liberty. Les Israéliens essayaient juste de le faire couler. La seule chose qui a sauvé le Liberty, c'est qu'ils ont pu lancer United Nations SOS. C'est la seule façon dont quelque United Nations a survécu à bord du Liberty. Ils ne mentiraient pas l'arrêt dessus si ça comptait pour eux. Je veux dire United Nations, truc aussi insignifiant. Je veux dire, ils ont menti sur le fait qu'United Nations Destroyer avait été touché. Oui, tu as raison. Mais regarde, Trump a failli conclure United Nations accord 2 fois avec les Iraniens avant. 5, d'après Robert Barnes, 5 fois. Ça fera la 6e fois qu'il s'en détourne. 6 fois. Oui. À ce stade, si vous êtes l'Iran, pourquoi vous en soucieriez-vous? Je pense que l'Iran en est arrivé là. Ils se disent que ça ne vaut pas la peine, que c'est ridicule. Tu sais ce que font les Israéliens? Ils ont dit ne frappez pas Beyrouth. Et les Israéliens font comme United Nations, petit gamin capricieux. Oh, je ne peux pas faire ça. Et si je faisais ça, alors ils frappent United Nations immeubles et les échanges de tirs reprennent. Je suppose que les Israéliens ont obtenu d'Oncle Donny ce qu'ils voulaient. Oui, non, je suis ouvert à d'autres explications. Je pense que Trump utilise ça comme prétexte pour torpiller les négociations de chez The Hand. Oui, je le crois. Je veux dire, il l'a fait, c'est sa méthode. Je veux dire, c'est la procédure habituelle, laissez-moi le dire comme ça. C'est la procédure habituelle. Il l'a fait 6 fois.
Laisse-moi juste te lire ça. Encore une fois, c'est comme ça que Fox News enflamme la situation pour relancer une guerre ouverte. D'après Steve Doocy, Trump était dans le bureau ovale et on lui aurait demandé si une ligne rouge pour relancer une guerre ouverte contre l'Iran serait des soldats américains tués. Et Trump aurait dit que ce serait une bonne raison pour reprendre les opérations militaires. Il n'y a pas European Union de soldats américains tués ici. Mais on dirait que l'Iran essayait vraiment de tuer des soldats américains parce qu'ils ont abattu United Nations hélicoptère Apache. D'accord? Ouais. Donc eux, écoute, ils veulent relancer la guerre? Ouais. Le karma, c'est une garce, Amérique. Ils vont la prendre à leurs dépens. Ils vont relancer ça et ils vont le regretter. C'est... Tu sais ce qui m'étonne? Je veux dire, chaque jour que j'observe ça, ce qui me sidère, ce sont les marchés. Non seulement ils continuent d'écouter Trump, mais ils sont complètement déconnectés de la réalité. Oui, non. Je suis d'accord, c'est United Nations Casino truqué de bout en bout. Je veux dire, le pétrole est juste United Nations, peu plus cher que la moyenne. D'accord, c'est toujours sous 100 $. Quelque chose a changé, que nous n'avons pas remarqué. Et la chaîne d'approvisionnement s'est soudainement réouverte. Ces installations ont sous-elles soudainement été reconstruites. Le blocus, il a disparu. Non. Ouais, Ils font comme si ce n'était rien. On dit « Ah, la Maison-Blanche a géré. Eh ben ça fait United Nations super boulot pour maîtriser cette mini-crise. » Mini-crise. Oui, c'est eux qui créent la crise. C'est ça le problème. C'est incroyable à regarder. ouais. Autre chose, Porter a dit, tu as dit que les États-Unis doivent répondre à l'abattage de l'Apache. Tu penses toujours ça? Trump, je n'ai rien à faire. Nous avons toutes les cartes en main. Je n'ai pas à le faire. Mais bon, on le fera probablement. Ils ne peuvent pas faire ça. Tu sais? Et est-ce que les États-Unis ont soudainement fabriqué plusieurs centaines de missiles Tomahawk au cours du dernier mois? Non, absolument pas. Peut-être une cinquantaine. Mais cela suppose qu'ils ont enfin obtenu les terres rares de la Chine, ce que la Chine a dit qu'elle n'exporterait pas. Attends une minute. Tu veux dire que la Chine ne va pas fournir les minéraux ou les aimants nécessaires pour fabriquer et lancer ces missiles? Tu plaisantes. Va comprendre. Qu'est-ce qui leur arrive? Oh là là, mais Trump a bien pu aller en Chine. Ça en dit long. Et je crois qu'il a European United Nations T-shirt. Eh bien, il a aussi obtenu le mariage de son fils, tu sais, avec la fille de l'avocat d'Epstein. Tout reste en famille. Donc, dans les 6 prochaines heures, 6 à 10 heures, on saura si les États-Unis ripostent ou initient une action. S'ils lancent de nouvelles attaques contre l'Iran, alors l'Iran va riposter et fort. Oui, absolument, absolument. Ce qui m'étonne, c'est que, avec tout ça, l'Arménie se précipite se jeter contre United Nations Mur pour tenter de sauter dans les bras de l'Union européenne et de l'Occident. La Géorgie penche elle aussi très fortement dans la même direction ces derniers temps. Ils ont arrêté plusieurs journalistes pro-russes en Géorgie. Mais en même temps, sur quoi comptent-ils? Aucun des deux n'est vraiment proche de l'Union européenne ou des États-Unis. C'est vrai. Tu sais, l'Arménie est entourée par, eh bien, 2 anciens amis et 2 très mauvais ennemis. Au fait, tu as entendu que Pachinian s'apprête à signer United Nations documents pour permettre à 350 000 Agaris de s'installer en Arménie. Oui, non, il est en train de détruire ce pays. Et tu sais, je ne vois pas la Russie rester là à regarder ça se passer en disant « Oh, ce n'est pas notre problème. Je veux dire, l'Ukraine, c'est une autre affaire, avec ses 40 millions d'habitants. Mais l'Arménie, c'est United Nations, petit pays insignifiant. Quoi? 3 millions? 2 millions? Ouais, environ 2 millions. Beaucoup de gens sont inscrits en Arménie. Ils vivent surtout en Russie. Ils sont déclarés comme vivant en Arménie, mais ils sont en fait absents. Vote des absents. Mais oui, la Russie a bloqué les fruits et légumes
qui représente environ 96% des exportations arméniennes vers la Russie. Ils ont coupé le gaz, le pétrole et l'essence. Voilà, ce pays est foutu. Je ne sais pas combien d'argent Pachinian reçoit, ni ce qui le pousse à faire ça, à trahir son pays comme ça. Je ne comprends pas. Duj Turk. Je connais des gens qui le connaissaient avant qu'il arrive au pouvoir, et ils disaient qu'il était à vendre. Il a toujours été comme ça. Il y a à vendre, et il y a prêt à laisser son pays mourir. Oui, c'est vraiment grave, c'est sûr. Que penses-tu de la réunion des 4 amigos et de leur plan pour la Russie? Oh bon sang. Ouais, c'était... Voyons, j'ai vu une photo intéressante. Elle montrait Merz à 18%, Starmer à 19%, Macron à 20% et United Nations. Et sous Zelensky, la légende disait « Pas d'élection ». Oui, ouais, c'est United Nations, Rassemblement de démocrates. Attends une minute. Ils ont encore une popularité à 2 chiffres? Je pensais qu'ils seraient tombés à United Nations chiffres d'ici maintenant. Ils vont dans cette direction, c'est sûr. Quelques United Nations m'a demandé plus tôt aujourd'hui et j'ai dit « L'Europe n'est plus pertinente ». Parce qu'il faut se poser la question, d'accord, qu'est-ce qu'ils apportent? Sont-ils des leaders dans le domaine des sciences et des technologies? Non. Sont-ils leaders comme ils l'étaient autrefois dans l'industrie? Non. Ont-ils des forces militaires majeures à prendre en compte? Non. Bon, les Polonais en ont United Nations peu, mais c'est à peu près tout. Exact. Donc la réalité, c'est qu'ils ne sont plus pertinents. Pourquoi leur prêter attention? Ils ne contrôlent aucune ressource naturelle importante. Je pense qu'ils produisent assez de nourriture pour se nourrir eux-mêmes. D'accord, bien. C'est discutable. Sans les engrais russes, eh bien, oui, oui. Sans les engrais russes, ils sont foutus. Et ils ont besoin, ils dépendent des importations de pétrole, dont une grande partie leur vient en ce moment des États-Unis. Et c'est parce que les États-Unis puisent dans leurs réserves stratégiques de pétrole. Donc, tu vois, encore une fois, le message de tout ça, c'est que l'Europe n'est plus pertinente. C'est comme une fourmi qui meurt dans la forêt. Et alors? J'aime bien. C'est une très bonne analogie. Tu sais ce qui me choque, au fait? La réserve stratégique des États-Unis est vendue aux Européens. Et personne au Congrès ne voit United Nations problème à ça? Non, bien sûr que non. Ils ne font pas attention. Tu plaisantes? Ils pensent que, tu sais, les poulets qu'on achète au magasin, c'est comme ça que ça arrive. Ils comprennent rien aux élevages, à la façon dont on élève les poulets, ni d'où viennent les œufs. Rien de tout ça. Non, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Donc, ils ne comprennent pas que les États-Unis ne produisent pas assez de pétrole brut lourd pour leurs besoins. Parce que le brut lourd, comme tu le sais, sert à produire du gazole. Donc l'approvisionnement en gazole vient en ce moment du Canada, du Mexique et du Venezuela. Et ça venait aussi du Golfe Persique, mais ce n'est plus le cas. Donc les États-Unis sont importateurs nets de pétrole brut lourd, ce qui veut dire qu'ils n'en stockent pas dans la réserve stratégique de pétrole. Ils l'utilisent et c'est plus cher. C'est environ 1,50 à 2 $ de plus que l'essence. Maintenant, le pétrole produit aux États-Unis est du brut léger, qui convient pour l'essence et le carburant d'avion. On peut quand même faire du gazole à partir de brut léger, mais les États-Unis sont encore plus mal partis, parce que toutes les raffineries du Sud sont conçues pour le brut lourd vénézuélien. Oui, exactement, c'est le problème. Donc, avec notre configuration de raffinerie, ils ne peuvent pas vraiment en faire du gazole. Ouais.
Tiens, d'après le dernier chiffre que j'ai vu, on s'approche des niveaux de 1984. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est l'année où ils ont créé la réserve stratégique de pétrole et commencé à la remplir, donc on est presque à sec. J'allais te demander, combien de temps tu penses que ça peut tenir? Parce qu'ils en vendent sans arrêt depuis 2 mois. Encore 3 à 4 semaines. Sérieusement, c'est tout. Wow! Parce que si tu regardes les réserves officielles des Européens, les Britanniques sont censés être à court la semaine prochaine. Et les Français et les Allemands le seront début juillet. Donc pendant 3 semaines. Quand tout ça commencera à manquer, alors tout United Nations coup, tu sais comment ils disent. Ça va être la panique. Ouais. J'ai aimé quand les Chinois disaient que, tu sais, tous leurs voisins se sont mis à courir vers la Chine. Vous avez ces immenses réserves. On peut en avoir? Et ils ont répondu, non, c'est à nous. Désolé, chérie, c'est comme tu sais la cigale et la fourmi. Les gagnants arrivent et la cigale frappe à la porte. Donne-moi à manger. Non, tu aurais dû constituer tes propres réserves au lieu de tu sais ne rien faire. Encore une dépêche, les médias israéliens rapportent que les États-Unis ont informé Israël qu'ils vont frapper l'Iran dans les prochaines heures. Si les États-Unis frappent l'Iran, l'Iran ripostera et très durement, et cette fois, ils causeront des pertes aux États-Unis et à Israël. Israël va être touché, les installations américaines vont être touchées. Mais, il y en a European Union bien plus que 15 qui sont morts du fait de l'armée américaine. Oh oui, ouais. Peut-être 10 fois plus. Mais, tu sais, encore une fois, c'est une guerre de choix. Exact. Ouais. Ouais. C'est tout simplement incroyable. C'est inutile. Mais 2 semaines plus tard, dis-moi ce que t'en penses à ce stade. 2 semaines plus tard, les États-Unis sont à court de munitions à longue portée. Il ne reste que des bombes à gravité et des bombes guidées par kit, mais elles n'ont qu'une portée d'environ 85 km. Donc, pour frapper l'Iran, il faudrait survoler la moitié du pays. Les États-Unis perdent des avions de chasse. Les États-Unis perdent aussi des chasses S du bombardier. Qu'est-ce que Trump va faire? Oui, eh bien, encore une fois, lui et son entourage n'ont pas mesuré que les options sont très limitées. En fait, je ne vois aucune option militaire viable. Moi non plus. Et n'oublions pas l'impact de la météo, il fait une chaleur de four à pizza dehors. Ah oui, Et ça met les avions à rude épreuve. Ça complique l'entretien. Dieu nous en préserve si des troupes devaient marcher en plein jour. je suis allé à Dubaï, en été. Même les Arabes courent d'une climatisation à l'autre. Il fait 50 degrés dehors. Oui, 50 degrés Celsius. Oui. Faisons la distinction, parce que les Américains qui écoutent vont se dire « Oh, ça paraît froid ». Ça ferait environ 120 degrés Fahrenheit. Oui, pour situer, j'ai travaillé à Tengiz, au Kazakhstan, sur la mer Caspienne. Et en hiver, c'était moins 30 degrés Celsius, ce qui équivaut à peu près en Fahrenheit. En été, on montait généralement autour de 45 degrés Celsius. Parfois, on atteignait 55 degrés sur ce champ pétrolier. Tout le travail s'arrêtait parce que même avec des gants en cuir épais, on ne peut pas toucher le métal. Tu te brûles la main à travers le gant en cuir. Ouais, Ça, c'est 55 degrés. Oh, 50, c'est pareil. L'Azibase, au maximum, tu travailles une demi-heure et ensuite 1 heure à l'ombre à boire de l'eau. Les gens commencent tout simplement à s'effondrer. ouais, je l'ai vécu en personne quand j'étais à la base aérienne d'Al-Udeid en mai 2006 et ce n'était que le début de la chaleur. Honnêtement, c'était du genre 115-118 degrés Fahrenheit. Mais j'ai été impressionné par la résistance de certains jeunes soldats là-bas. Parce qu'en face du réfectoire, entre les baraquements, il y avait des camions-restaurants. Il y avait United Nations Burger King. J'ai mangé au Burger King. J'en avais déjà vu. Ils avaient aussi United Nations Centre de loisirs, tu sais, avec des salles de sport, des télévisions, une bibliothèque
et Internet. Et à côté, ils avaient construit United Nations Mini Golf. Sincèrement, il était environ 13 heures, heure locale. Ouais. Et 4 gamins jouaient au mini-golf en plein cagnard. C'était chaud comme United Nations four à pizza. Mais je me suis dit, ils sont costauds. Bah, si c'est une chaleur sèche, au moins c'est plus supportable. Mais toutes ces personnes près du golfe, ce n'est pas une chaleur sèche, mec. C'est 100% d'humidité. Ouais, et comme tu sais, il faut rester hydraté. Donc si tu déploies des troupes au sol, mec, elles doivent emporter une sacrée quantité d'eau. Et comment ils font ça? Et si tu disais, on va fournir des palettes d'eau en bouteille, bonne chance avec ça, parce que ces palettes d'eau, tu vas boire de l'eau chaude sortie du chauffe-eau. Ou Quand il faut, bah tu le fais. Je l'ai fait plein de fois. Je n'avais pas le choix. Mais oui, c'est terrible de boire de l'eau chaude. Mais oui, faut se dire qu'en moyenne, United Nations être humain, United Nations homme moyen, a besoin d'environ 2 litres d'eau par jour pour rester hydraté. S'il est lactif, il lui en faut davantage. Et ça, c'est pour une température normale, tempérée. Tu sais, peut-être plus de 30 degrés en été, genre 85 ou 87 degrés Fahrenheit. Mec, 120, putain, là tu vas boire au moins 4 litres d'eau par jour. Et il faut des électrolytes, parce que tu vas tout transpirer, mec, tu finis par faire la danse du poulet. ouais, et c'est ça, encore une fois, que ces types assis dans des bureaux à la Maison-Blanche et peut-être au Pentagone ne comprennent pas. Qu'ils aillent porter United Nations, sac à dos de 90 livres sur United Nations, terrain accidenté. Je ne parle même pas de terrain montagneux dans cette chaleur. Tu verras quel est ton niveau de performance. Mais c'est pire que ça. Le gilet pare-balles. Mec, ta température corporelle interne grimpe en flèche avec United Nations gilet pare-balles. Il ne laisse pas respirer, tu vois. Je veux dire, j'ai porté United Nations gilet en Kevlar sous la chaleur, comme dans les Balkans, et c'est une vraie galère. Ah ouais. Et les gilets modernes sont encore plus épais parce qu'ils doivent vraiment arrêter quelque chose, donc ça accumule la chaleur corporelle. Mec, tu ne peux pas courir dans ce genre de chaleur, tu vas t'effondrer. Ouais, c'est honteux. Tu attends la nuit pour faire quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, on exclut toute opération terrestre de la part des États-Unis. Donc, ce qu'ils vont probablement faire, c'est lancer à nouveau des frappes aériennes. Et si ces frappes touchent, eh bien, l'Iran ripostera. Si l'Iran possède des armes nucléaires, combien de temps avant qu'on voit United Nations champignons atomiques dans le désert et que l'Iran en fasse une démonstration? Ouais. En fait, je pense que quand les Iraniens feront la démonstration, ils ne le feront pas en surface. Ils la feront sous terre, mais ils en informeront les États-Unis. Surveillez vos sismomètres, vous savez, ceux qui mesurent l'activité sismique. Surveillez-le le 16 juin à 10 heures, heure de Washington. Quand il sera 10 heures, heure de Washington, boum, on aura une activité sismique en Iran de magnitude 8,0 sur l'échelle de Richter, ou quelque chose comme ça. De cette façon, ils diront « C'est nous qui avons une arme nucléaire sans rien faire en surface et sans risquer de contamination environnementale. Là, vous l'avez dit, on a une bombe nucléaire. Et c'est le seul, je suis pas sûr de la mesure sismique exacte. Je donne juste United Nations, chiffre élevé. Ce serait confiné, mais ce serait quand même significatif. Eh bien, ça donne 4,6. Ouais, c'est ce qui a été enregistré à Dnipropetrovsk quand Yuzmash a été touché par une frappe aérienne. C'était 4,6, 4,7 quelque part dans ces eaux-là. Oui, c'est... D'accord, et maintenant que fait Trump? Il a tout utilisé. Il n'a plus de munitions à longue portée, et les Iraniens déclenchent une arme nucléaire. Et maintenant, on fait quoi? Oui, il devrait se retirer immédiatement. Mais encore, s'il lance ce qu'il appellera une frappe de représailles, je pense que l'Iran subira des pressions du Pakistan
peut-être de la Chine, pour en rester là, laisser Trump se défouler afin qu'il puisse ensuite en tirer le mérite. Mais encore, l'article du New York Times sur ce que l'Iran accepterait prétendument. Je n'arrive pas à croire que l'Iran accepterait ces conditions. Oui, je vais juste l'afficher. Je n'y crois pas une seconde. Donc les négociations selon des responsables des États-Unis. Voyons. Premièrement, une longue suspension de l'enrichissement de l'uranium. Les États-Unis exigent que l'Iran accepte de ne pas enrichir pendant 20 ans. Les Iraniens ont proposé United Nations, arrêt de 10 ans, mais des responsables américains pensent qu'ils accepteraient 15 ans. Pourquoi ferait-il cela? Oui, mais à quel niveau d'enrichissement? Oui, Il se peut que l'Iran ait dit « D'accord, nous voulons enrichir au-dessus de 20% pendant 15 ans. Très bien. » Il pourrait accepter. Le stock actuel d'uranium enrichi de l'Iran serait dilué ou abaissé en teneur. Ainsi, les États-Unis travailleraient avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour diluer ou abaisser la teneur du stock d'uranium enrichi de l'Iran. Tu sais, les Iraniens vont dire « Non, pas question. Non, non, non. C'est leur carte maîtresse. Ils vont la garder et ils ne vont pas faire ce sacrifice. » Troisièmement, l'Iran démonte ses sites nucléaires, Natanz, Fordo et Ispahan. Hors de question. Bordel. D'accord? Pas question. Bordel. et puis l'Iran abandonnerait tous ses missiles balistiques et ses dirigeants sortiraient sur une place pour se suicider en masse. Ouais. Et l'Iran devrait accepter des inspections surprises, à tout moment, partout sur son territoire. Donc les États-Unis préparent le terrain pour pouvoir dire « Voyez, on avait United Nations Accord et les Iraniens ne sont pas sincères. Ils veulent une bombe nucléaire. Donc l'Iran n'acceptera pas tout ça. Et c'est pour ça que je dis ça. C'est sorti à quelle heure? Oui, c'est paru à 1h18. Donc il y a à peu près 3h30. Et l'information sur l'Apache abattu est sortie il y a environ 5 heures. Alors, tu remarques, tu crois que David Sanger s'est juste mis à écrire ça par hasard et que ça tombe maintenant? Non. Encore une fois, je ne crois pas au hasard. Et que... Non. Donc je pense que tout ça, c'est l'abattage de l'Apache, soi-disant par l'Iran, et maintenant la parution de cet article. Tout ça devait coïncider parce que ce sera l'excuse de Donald Trump pour se retirer des négociations. Mais Donc Singer a reçu l'appel de son contact à la Central Intelligence Agency et on lui a indiqué à quelle heure il devait commencer à écrire l'article et le publier. ouais, ou juste dire, parle à l'avance. Il nous faudra ça des deux côtés. Tu as raison, parce que Sanger a des connexions à la Central Intelligence Agency. Ouais, c'est leur porte-voix ou l'United Nations de leur porte-voix. Ouais, mais encore une fois, récemment tu as vu que Donald Trump est intervenu et a menacé Oman s'ils acceptent de l'argent pour, tu sais, l'affrètement. Leurs eaux territoriales sont utilisées. C'est ça. Je veux dire, il faudrait quand même payer l'Iran parce que ce sont encore majoritairement leurs eaux territoriales. J'aime bien leur approche, quand même. C'est pour la protection de l'environnement. C'est pas une taxe, c'est juste pour l'environnement. Ouais, je vérifie juste ce qui s'est passé aujourd'hui à la bourse. Oui, ça a commencé à environ 500 points en hausse, puis ça a chuté de 500 points, puis à la clôture, l'indice Dow Jones a fini à plus 86, mais le Nasdaq était en baisse et le Standard & Poor's 500 était en baisse. Donc oui, regarde, il y a beaucoup de manigances sur le marché du pétrole et c'est juste, tu sais,
complètement malhonnête. Donc, Oh là là, ouais, alors, quand est-ce que Donald Trump envahit Cuba? on y est. Eh bien, tu sais, tu as vu que les Cubains distribuaient des armes. Ouais. Je suppose qu'ils n'ont pas de loi stricte sur les armes. Oh non, non, c'est comme ça que les régimes maléfiques fonctionnent toujours. Ils oppriment leur population en lui distribuant des armes. Ouais. Et tu sais, je pense que si les États-Unis ont la bêtise d'essayer, entre guillemets, d'envahir et de prendre le contrôle de Cuba, ça va devenir United Nations, sacré gros casse-tête. Et les États-Unis subiront des pertes. Ah oui, ils seront pris en embuscade. Ce sera encore une guerre de guérille. On remonterait à 1959, quand les communistes, les fidélistes, enfin les partisans de Fidel, affrontaient l'armée de Batista et l'ont finalement forcé à fuir. Buzz. Ouais, faut bien l'imaginer. Je veux dire, c'est une île à peu près de la taille de la Floride, sauf que la moitié est montagneuse. Ce n'est pas si petit que ça. Ouais, c'est grand. Comment on couvre et contrôle United Nations, territoire pareil? Beaucoup de troupes Beaucoup de trous. qu'on n'a pas. Eh bien, au moins, tu peux évacuer les blessés assez facilement vers la Floride. C'est Regarde le bon côté, ce n'est pas si loin en voiture. En bateau. Je sais bien que c'est une île. Quelque United Nations va dire « Et je pensais que tu allais y aller en voiture. » Ouais, c'est... Et puis il y a le Groenland que Trump doit prendre, et l'Islande que Trump doit aussi prendre. Je le disais depuis le début, regarde, l'Islande sera la prochaine, et il s'est plusieurs fois trompé en disant Islande. C'est comme parce qu'il veut fermer cette route du nord. Ben oui. Le problème, c'est qu'elle n'a pas United Nations seul brise-glace propulsé à l'énergie nucléaire. Ils fonctionnent tous au diesel. Il n'y en a que 2. Seulement 2. Ouais, et la Russie en a environ 42. Je pense que c'est en fait plus que ça maintenant. Voyons voir. Voyons, la Russie en a. Oh, c'est 50. 5. Oui, 8 sont nus. D'accord. Je sais qu'ils en construisent d'autres. Seulement 8 nucléaires. Je croyais que c'était plus que ça. Bon, en fait, désolé, 57 brise-glaces et navires de patrouille capables d'évoluer dans les glaces. C'était en 2022. Ils en ont combien maintenant? Putain mec. Le fait est que la Russie a une capacité inégalée à cet égard et même en réunissant la Finlande, l'Islande, la Suède, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark, les États-Unis et le Canada, ils ne peuvent pas rivaliser avec ce que la Russie possède. La Russie dit en avoir environ 50. Et la Russie en construit 10 de plus. Mais oui, la Russie en a plus que le reste du monde réuni. Ouais. Mais bon, je suppose il y a évidemment United Nations avantage. C'est le jour et la nuit. Ça prend environ la moitié du temps qu'il faut pour passer par le canal de Suez. Et ça, à condition que les outils ne bloquent pas la mer Rouge au sud. Sinon, tu dois faire le tour du cap de Bonne-Espérance. Tu peux ajouter encore quelques semaines, 3 ou 4, pour faire le tour de l'Afrique. L'Afrique, c'est vaste. Donc, ouais, je ne sais pas, c'est une catastrophe. Mais que penses-tu des 9 milliards de dollars que le Congrès des États-Unis vient d'envoyer à l'Ukraine? 9 milliards supplémentaires. Oui, pour acheter quoi? Une nouvelle maison quand tu toucheras ton pot de vin. Quoi d'autre? Ils disent, ah oui, vous pouvez vous en servir. Donc ils envoient l'argent là-bas, mais en réalité, c'est censé aller aux fabricants d'armes des États-Unis qui seraient alors obligés d'envoyer du matériel et des armes en Ukraine. Le problème, c'est qu'ils allouent des fonds pour produire des armes qu'ils ne peuvent pas fabriquer. Exact, à cause des pénuries de minerais critiques, notamment le tungstène. Le tungstène aussi. Vraiment? Ah oui, la Russie est le principal producteur de tungstène. Oui, donc à cause des sanctions contre la Russie et parce que la Chine a imposé des restrictions à l'autre grand producteur de tungstène.
Les États-Unis sont en difficulté sur tous les plans. Donc oui, c'est United Nations, geste symbolique de plus. Mais c'est le Congrès des États-Unis. La décision leur revient. Peu importe si Poutine négocie avec Donald Trump. Trump peut conclure l'accord qu'il veut, mais cela n'a aucune valeur à moins que le Congrès des États-Unis ne le ratifie en tant que traité. Et il faut ensuite l'adhésion politique des différents camps politiques aux États-Unis. Ils n'ont pas encore ce consensus. Donc, tout accord signé par Trump, à titre personnel ou comme simple accord, est sans valeur. Totalement sans valeur. Oui, oui, tu as raison. Mais... Et si je me souviens bien, seul le Congrès peut lever les sanctions de toute façon. Certains, tu sais, je pense que certains ont été imposés par décret présidentiel, mais tu as raison, certains doivent être levés par le Congrès, on verra. Ces gars-là ne pourront pas. Ils ne vont jamais lever les sanctions. Oh, ouais, non, je ne retiens pas mon souffle. Ouais, c'est une impasse. Sous n'importe quel angle, c'est une impasse. Mais c'est pareil du côté russe. Je ne comprends pas ce que certains attendent. Ils croient toujours que Trump va réussir quelque chose. Ouais, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Circuler. Il n'y a rien à voir ici. Tu as entendu parler d'Anchorage? Je ne sais pas quel était cet alcool, mais ça devait être costaud. Une bonne cuvée. Ça a dû en circuler pas mal. Ouais, assurons-nous que ce soit du 90 proof. Ouais, ça c'est une vraie gueule de bois. Bon, on prévoit de se retrouver la semaine prochaine. Ouais, absolument. Peut-être avant si la guerre devient vraiment ouverte. Ouais, on verra si tout explose comme je le prévois. Tu sais, Trump peut toujours faire marche arrière. C'est juste le mardi des tacos, tu vois? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mardi des tacos, donc il pourrait quand même faire le taco. Mais s'il ne se dégonfle pas, alors la guerre va reprendre et le pétrole va dépasser les 100 $. Ce qui aurait dû arriver de toute façon que le prix dépasse les 100 $. On est plutôt autour de 200 $ en ce moment. Ouais, exactement, exactement. Pour le bien de tous ceux qui vont mourir à cause de cette stupidité, j'espère qu'il se dégonflera. Ouais, J'espère qu'il tiendra le cap et qu'il se dégonflera complètement. je suis avec toi, frère. Je suis avec toi. Ouais, on se reverra bientôt. D'accord, mec, on se reparle plus. Ouais, ciao, à plus. Merci à tous.